Merci beaucoup, Alexandra. Tu as le droit d'intervenir à tout moment à partir de maintenant jusqu'à la fin du webinaire. Tu es chez toi et merci beaucoup du partenariat que tu nous as offert pour cet échange et en amont pour la construction et la réussite du sondage dont on va vous faire la présentation. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, il aura plusieurs temps. Le premier temps, c'est Daniel Sperling, le président du Conseil de développement de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui va resituer le sondage qui vous sera présenté ensuite dans le processus de réflexion, de travail du Conseil de développement de la métropole Aix-Marseille-Provence, puisque c'est lui qui a pris cette initiative de ce sondage. On écoutera ensuite Yves Kergal, qui est le responsable de ce sondage au sein de Mon Avis Citoyen, puisque Mon Avis Citoyen était la structure qui a efficacement travaillé pour ce sondage qui a donné des résultats, vous le verrez, je pense, extrêmement éclairants. On aura un temps de questions-réponses directement axé sur le sondage pour éclairer s'il y avait des questions de compréhension ou des réactions immédiatement sur le sondage lui-même. Et puis, on aura un temps de discussion plus large pour interagir entre tous les participants qui le souhaitent sur leur manière d'appréhender le sujet de la densification, des travaux potentiels pour ceux qui sont dans les conseils de développement, qu'on puisse partager les travaux en cours et les perspectives pour peut-être trouver des synergies pour les mois qui viennent. Alexandra parlait des rencontres nationales de la CNCD en novembre. Je crois que nous aurons une proposition de synergie pour ceux qui le souhaitent sur l'ensemble des conseils de développement. Voilà, donc si ce programme vous agrée, on se donne 1h15, je pense, pour tenir tout ce programme bien dense. On ne va pas le densifier plus, donc je passe tout de suite la parole au président du Conseil de développement de la métropole Aix-Marseille-Provence, Daniel Sperling. Merci, mon cher Vincent. Tout d'abord, je voudrais remercier avec force Alexandra Vidal et son équipe, Vincent Fouchier, Cyril Avizé et son équipe, parce que sans les fonctionnaires, nous ne sommes rien. Et il faut le dire, il faut le répéter, ils sont à nos côtés. Au Conseil de développement, comme vous le savez, sur le plan national, nous sommes tous des bénévoles, et sans les fonctionnaires, on ne fait pas avancer la machine. Et quand on met beaucoup de carburant dans cette machine, il faut vraiment que des gens travaillent derrière, et je tiens donc à les remercier. Donc, bonjour à tous, merci d'avoir répondu présents nombreux, manifestement, à ce webinaire, qui vient mettre une brique supplémentaire à nos travaux concernant, on vient de le dire, la densification et surtout l'intensification urbaine. C'est une première. C'est un plaisir pour moi de participer à cette rencontre, même en visio, et de faire vivre cette grande famille des Coded de France. En tant que président du Conseil de développement et vice-président de la CNCD, un des vice-présidents, parce qu'il y en a plusieurs, bien sûr, je suis fier d'être le représentant d'un organe dont la principale mission est le conseil et l'appui aux élus du territoire métropolitain d'Aix-Marseille-Provence. Composé, je tiens à le rappeler, de 4 collèges, personnalités qualifiées, partenaires, acteurs du territoire citoyen. Acteurs du territoire, on a un peu modifié les choses, comme vous le savez, par rapport à la loi, à parité de 240 hommes et femmes. À ce jour, le CODEV de cette mandature a rendu 3 avis. Un avis sur la souveraineté alimentaire, un avis sur le sentiment d'appartenance métropolitain et un avis sur la densification comme amélioration de la qualité de vie, et proposé plusieurs webinaires et rencontres, notamment des rencontres hors les murs. Des exemples très concrets, nous avons été à The Camp, qui est un projet unique en Europe pour donner les moyens d'agir. Nous avons été à Provence Studio, qui est la plus grosse infrastructure des studios de cinéma dans le sud de la France. Et ensuite, nous avons visité le Grand Port Maritime avec son président du conseil de surveillance et son directeur général, qui fait d'ailleurs partie du conseil de développement. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est comment réussir cette démarche. Nous travaillons en plus d'ailleurs à travers cette démarche sur une saisine de la présidente de la métropole. Cette saisine, c'est comment réussir l'ambition d'Aix-Marseille-Provence sur les transitions. Donc ça, c'est effectivement une démarche importante. Notre CODEV s'efforce, vous le verrez, de proposer un éclairage différent sur des sujets souvent complexes. Et d'ailleurs, quand c'est complexe, je tiens toujours à faire participer et à les remercier, particulièrement 2 de nos vice-présidents qui ont travaillé beaucoup sur ces sujets-là du CODEV. Je veux parler de Brigitte Bertoncello, qui est
connecté, qui est professeur émérite des universités et urbaniste géographe, et bien entendu Laura Benvenuti, qui est déléguée régionale de la Fédération nationale du transport de voyageurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse, et qui ont piloté cet avis. Donc aujourd'hui, effectivement, la densification, l'intensification est un des sujets effectivement complexes que nous essayons de rendre le plus adapté possible au grand public aussi et aux élus, bien entendu. Alors, complexe parce qu'il demande, bien sûr, on va le voir à travers les diapos, une réflexion systémique face à plusieurs enjeux majeurs. Il s'agit à la fois de répondre aux besoins croissants des citoyens en matière de logement, d'emploi ou de services publics, et bien évidemment d'éviter l'érosion de la biodiversité, de favoriser la lutte contre le changement climatique. Nous entrons aujourd'hui, vous le voyez au fur et à mesure de propos liminaires à travers les diapos, voilà, elles arrivent, dans l'ère de ce qu'on appelle la sobriété. Cette tendance à la modération ne doit pas être regardée seulement sous le prisme de la sobriété énergétique, mais aussi sous celui de la sobriété foncière. La consommation d'espaces naturels est une conséquence directe, d'ailleurs pour ceux qui l'ont un peu étudié, de l'étalement urbain, et nous sommes les témoins journaliers de ces impacts. On le voit très vite dans nos villes, création d'îlots de chaleur, engorgement de nos villes, trafic routier exponentiel, artificialisation des sols, etc. C'est d'ailleurs dans ce contexte, vous le voyez à l'écran, que le Conseil de développement s'est emparé de cette question, car il s'agit aujourd'hui de relever un défi de taille. Comment lutter contre l'étalement urbain tout en gardant un environnement de qualité? Comment faire de la densification une opportunité pour améliorer nos modes de transport, nos habitations, l'accessibilité à nos services publics? C'est très important et nous essayons d'y répondre. D'ailleurs, si la zéro artificialisation nette des sols n'est pas accompagnée d'une densification des villes, il se transformera en une machine à exclure les populations, notamment les plus fragiles des centres-villes. Et ça a été un peu le point d'orgue de notre avis ici. Donc, le Conseil de développement a tenté de répondre de manière pragmatique au travers d'un avis qu'on vous présente aujourd'hui, voté en plénière le 14 mars dernier et délibéré par le bureau de la métropole le 4 mai. Cet avis propose des solutions qui limitent la construction et facilitent le quotidien tout en alliant qualité de vie, esthétique, proximité et mobilité douce. Mais il est surtout le point de départ de notre démarche relative à l'intensification que le CODEV propose de mener et dont les élus de la métropole se sont saisis. En effet, pour aller plus loin sur ce sujet et tenter d'avoir un regard percutant sur la politique d'aménagement métropolitaine, le CODEV a décidé de lancer justement, et ça va être ensuite M. Kergal qui prendra la suite, une grande enquête auprès de la population en lien avec mon avis citoyen pour connaître les perceptions et les attentes des habitants quant à leur cadre de vie, aux questions de densification, je veux parler d'usage, de formes urbaines, etc. Vous allez avoir d'ailleurs une présentation de ces résultats, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'à 88%, 90% des personnes interrogées, M. Kergal nous en fera la démonstration tout à l'heure, près de 6400 personnes qui ont répondu au questionnaire sont contre une artificialisation continue des sols, ce qui montre bien l'enjeu d'une intensification urbaine bien pensée, bien réalisée. Donc ça, pour nous, c'est très important de s'appuyer sur des résultats extrêmement concrets et sur lesquels nous allons pouvoir faire évoluer les élus et surtout la politique métropolitaine en la matière. D'ailleurs, dans la continuité de la démarche enclenchée, je tiens à vous préciser que cette étude et l'avis du CODEV ont servi de matrice de départ pour la réunion de travail que nous avons eue avec le Conseil national de la refondation. Je veux saluer encore le travail de Vincent Fouchier, notamment avec les services préfectoraux et le préfet de région en personne, qui nous a permis de montrer le sens dans lequel le Conseil de développement souhaite aller, notamment sur le climat et la biodiversité au niveau du CNR le 15 mai dernier. Il y avait plus de 120 personnes, il y avait des élus en nombre de la ville de Marseille, et c'est tant mieux, les maires, les agents de l'État, les acteurs publics et privés, les citoyens.
Donc, ces travaux ont été réalisés en intelligence collective et ont surtout permis de faire remonter, et on souhaite qu'on soit entendu, au président de la République de nombreuses propositions. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, le CODEV de la métropole Aix-Marseille Provence a pris à bras le corps la problématique de la densification et s'est lancé dans une démarche globale, prospective, dont l'intensification en est le maître mot. Donc, c'est important qu'on rende compte d'ailleurs aux prochaines assises du CODEV. Je vais donc maintenant, j'ai essayé d'être le plus concis, le plus ramassé possible, la parole à Yves Kergal pour vous présenter les résultats de l'enquête relative aux perceptions, aux attentes et aux craintes des habitants concernant le concept de densification. Et je sais, mon petit doigt me le dit, que Mme Brigitte Bertoncello aura certainement des choses à dire par la suite sur ces sujets-là, bien entendu. Je vous remercie, je reste bien sûr à l'écoute. Je vous souhaite et je nous souhaite une excellente réunion à tous. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien, déjà, première chose? Oui, Monsieur Kergal, on vous entend. Super, parfait. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Président Sperling, de votre introduction. Et puis, je voulais aussi remercier Vincent Fouchier et son équipe à la métropole parce qu'on a fait, je crois, un travail qui est à la fois très intéressant, qui a été très coopératif et franchement, merci beaucoup. Alors, Monsieur Donc, moi, je Kergal, m'appelle Yves Kergal. Monsieur Kergal, 10 secondes. Je voudrais appuyer quand même quelque chose de très important, c'est le professionnalisme de mon avis citoyen. Si les conseils de développement ont un intérêt, c'est de s'appuyer sur mon avis citoyen parce que vous allez le voir, on a de très, très bons résultats. Je vous remercie une deuxième fois, Monsieur le Président, évidemment. Alors, donc moi, je m'appelle Yves Kergal, je suis un des fondateurs de Mon Avis Citoyen et je viens vous présenter les résultats de cette écoute citoyenne qu'on a conduite en fin avril, début mai, avec l'aide de la coordination nationale qui a également relayé cette initiative et que je remercie aussi au passage. Donc peut-être si on peut passer au transparent suivant. Voilà, le sujet, même le suivant d'ailleurs. L'idée de départ, c'est, on connaît tous le problème, hein, c'est comment on peut répondre à la demande, comment on peut construire on a un plus de souci logements technique, tout assurant. Monsieur Kergal. Oui, Oui, il y a une petite oui. coupure, donc on va continuer. J'espère que voilà, on va bien vous entendre, on va bien entendre vos propos. Continuez, on va voir si ça fonctionne. Alertez-moi s'il y a une difficulté, hein. Donc la question à laquelle on cherche à répondre, c'est est-ce qu'on peut répondre à la demande? Et pour ça, ce qu'on a décidé de faire suite à cette demande, c'est d'interroger les habitants de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur leurs perceptions, leurs attentes et leurs craintes vis-à-vis de la densification. Mais comme on s'est dit que ça nous intéressait évidemment énormément de pouvoir comparer les chiffres, eh bien, on a également interrogé les habitants d'autres territoires, d'autres métropoles en France, de toutes les autres métropoles, d'ailleurs, pour être tout à fait précis, ce qui permet aussi d'avoir à la fois des répondants qui viennent de zones très urbanisées et qui sont beaucoup moins. Donc, comment on a fait? On a fait des questionnaires qu'on a appelés jumeaux. Il y en a un à destination de la métropole, il y en a un à destination des autres territoires, qui ont été des questionnaires auto-administrés par Internet, qui ont été diffusés du 21 avril au 8 mai par le canal numérique. C'est des questionnaires relativement courts. Il y a 13 questions fermées, 4 questions ouvertes. Et on a eu environ 6400 personnes qui ont contribué. Environ 2700 issus des 92 communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et près de 3700 habitants issus d'autres territoires. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que les questions ouvertes, et on en parlera plus tard, ont généré beaucoup de commentaires, hein. Grosso modo, 80-90% des gens qui ont répondu aux questions fermées ont répondu aux questions ouvertes du type quels sont les avantages pour vous d'une ville plus dense et quels sont les inconvénients. Donc, un succès important des questions ouvertes. Donc, voilà la méthodologie. Maintenant, on va regarder les résultats. Donc, si on passe, alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que sur les principes,
les gens sont très, très massivement d'accord avec les principes de la qui sous-tendent la densification. Donc, vous en avez 9 sur 10 qui sont favorables pour limiter l'artificialisation des sols. Ce n'est pas une courte majorité, 9 sur 10. Et ce qu'on voit, c'est que c'est 88 sur la métropole d'Aix-Marseille, mais c'est 87 sur le reste du territoire. Donc, c'est clairement un oui très important sur ce premier principe. Sur le transparent d'après, si on peut passer au transparent d'après, on a demandé aux gens s'ils étaient favorables à protéger les zones non construites. 3 personnes sur 4, sans différence significative entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la France, les autres métropoles. Et puis, un troisième oui pour le transparent suivant. On a demandé merci si on peut passer au transparent d'après. On a demandé aux habitants si c'est une bonne idée pour eux de garder plus d'espace public pour les transports en commun et les mobilités douces et un peu moins pour la voiture. Là, c'est également un grand oui, mais encore plus oui à l'échelle de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. 80%, 67% sur les autres territoires. Donc, sur ces grands principes, on a des oui qui sont très dominants. Alors, ce serait magique. Évidemment, il y a des mais. Le premier mais, c'est que quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on construise plus haut, plus d'étages, plus élevé? Alors là, on a une opinion qui est plus partagée, puisque c'est plutôt 50-50, sans différence entre les territoires. Pour être très franc, moi, je m'attendais à un résultat bien moins bon que ça. Moi, je me disais, il va y en avoir au moins 8 sur 10 qui vont nous dire non, non, mais pas question de construire plus haut. Donc, c'est une opinion qui est partagée, mais ce n'est pas un franc, c'est un petit oui. C'est un petit oui. L'autre mais, le deuxième mais, c'est que dès qu'on utilise le terme dense, et bien là encore, on a un fractionnement de l'opinion. Vous voyez, par exemple, là, on a demandé aux gens, est-ce qu'un quartier, même dense, ça peut être agréable à vivre? On a un petit oui, enfin 60%, ce qui est pas mal, à Marseille, à Aix-Marseille, et 62% sur le reste du territoire. Sur le transparent d'après, on a demandé aux gens si c'est mieux d'avoir des quartiers plus denses, donc c'est le transparent d'après. Voilà, merci. Il faut mieux vivre dans des quartiers plus denses et avoir tout sous la main que d'avoir plus d'espace et devoir prendre sa voiture. C'est comme ça qu'on a posé la question. Parce que du point de vue citoyen, c'est quand même ça l'alternative, hein, bien souvent. Et là encore, toujours on utilisait ce mot dense, et ben on a une opinion qui est c'est ni un grand oui ni un grand non, c'est assez partagé. Donc oui sur les principes, mais quand même avec des réserves, avec certaines réserves. Après, ce qu'on a demandé aux habitants, et là on l'a demandé en question ouverte, et donc ça c'est le transparent d'après, on a demandé aux habitants quels avantages, je vois les messages sur le son, donc si ce n'est pas bon, vous me le dites, hein. On leur a demandé en question ouverte, qu'est-ce que vous percevez comme avantage? C'est quoi les bonnes raisons dans deux sujets qui sortent de façon très massive dans l'expression ouverte. Un premier, quasiment 28-29%, c'est l'accès aux commodités, c'est-à-dire j'ai tout sous la main, ça c'est un vrai avantage perçu. 28-29% en expression ouverte, c'est considérable hein, comme taux. Hein. Et puis on a deuxième avantage perçu qui arrive derrière, 13, donc il est loin d'être anodin, hein, 13% c'est également beaucoup, et ben c'est des déplacements qui sont facilités
moins long, moins compliqué, etc. Évidemment, ce sont des évidences, mais ce sont des évidences qui sont très fortes dans la tête des répondants. Donc ça, c'est les avantages perçus. Ensuite, on a demandé toujours en question ouverte, hein, sans suggérer qu'est-ce que vous voyez comme inconvénient à la densification. Et là, vous avez un signal qui est important, qui est très important, puisque c'est quasi identique entre Aix-Marseille-Provence et les autres métropoles. 30%, 1 sur 3, c'est tout ce qui est pollution et nuisance, et surtout les nuisances sonores. Et quand les gens parlent de nuisances sonores, ça c'est une crainte. Je me dis, si j'habite dans un ordre à tendance, je vais vivre plus dans le bruit. Et c'est vraiment très nettement le premier élément. Et on parle de bruit, pas seulement du bruit de la ville, du bruit dans la rue, hein. On parle également de bruit à l'intérieur de l'habitat. Et évidemment, surtout dans l'habitat collectif. Donc, vous avez un sujet très lourd, c'est le bruit, que finalement on mesure assez peu, concrètement. Voilà. Vous avez un deuxième sujet qui arrive et qui est, on l'a appelé le sentiment de surpopulation. Vous voyez quelques verbatims qui l'illustrent. Voilà, c'est le sentiment que on est plus noyé dans la masse, avec des craintes qui sont associées. Vous voyez, là, le verbatim mentionne de l'agressivité, par exemple, de la promiscuité. Donc, si on veut faire une première synthèse sur les bénéfices et les craintes induites, donc à gauche, les bénéfices, 7 sur 10 sont d'accord pour ne pas mordre sur les zones non construites. 9 sur 10 sont pour limiter l'artificialisation des sols, et 8 sur 10 sont d'accord pour manger de l'espace public au profit moins pour la voiture, plus pour les transports. Et ce qu'on en attend principalement, c'est se déplacer plus facilement, tout à proximité et l'accroissement du lien social. Et à contrario, 1 sur 2 est contre l'idée de construire plus haut. Et ce qu'on craint, c'est de la pollution sonore, de la montée de l'individualisme, un sentiment de surpopulation et de manière plus marginale, une dégradation de la sécurité à cause de la densification. Alors maintenant, autre question, toujours ouverte, qu'on a posée, c'est de dire finalement, qu'est-ce que vous attendez ? On a perdu le son, Yves, là. Qu'est-ce qui rendrait votre vie plus belle dans votre quartier ? À peu de choses près, c'est ça la question. Et là, vous avez finalement 3 thèmes qui sortent. Il n'y a plus de son. Est-ce que ça remarche là ? C'était revenu, oui. C'est un petit peu capricieux. Est-ce que ça remarche ? Il faut parler doucement et distinctement et ça passe. Mais c'est limite, oui. Ok. Voilà. Ok. Donc, les attentes des habitants exprimées en question ouverte, hein, sans suggérer. Clairement, c'est faites respecter les lois et les règles. On ne parle pas. C'est pas bon. C'est Yves, pas bon. ouais, ça va vraiment pas là. On parle de la sécurité. Il faut se reconnecter. Et j'allais dire lourde. Mais c'est vraiment la vie en société. Sanctionner les gens pour les ainsi sujets. Le deuxième sujet. Yves, le son est vraiment catastrophique là. Essayez de vous reconnecter si c'est possible. Oui, peut-être qu'on peut déjà avoir un premier temps d'échange sur les premiers résultats. Oui, et, on peut voilà, faire un premier temps d'échange et laisser Yves peut-être se reconnecter. La deuxième partie de l'exposé sur laquelle il commençait à rentrer, c'est une partie qui permet de comprendre, selon le profil des habitants,
les différences de perception. Donc, c'est vraiment hyper intéressant d'aller ensuite plus dans le détail parce qu'un habitant n'est pas égal à un habitant selon son histoire, son âge et sa situation. Donc, c'est ça la deuxième partie de la discussion. Donc, si on peut juste lui donner le temps de se rebrancher, on peut avoir quelques réactions, questions uniquement à ce stade-là, si vous le souhaitez, les uns ou les autres, de manière totalement libre. Alors, n'hésitez pas à vous manifester et à interroger ou réagir à ce que vous avez déjà entendu. On aura un temps à la fin de l'exposé plus global pour discuter plus en profondeur. Mais déjà sur les premiers résultats et sur les conclusions qui ont été présentées, si vous souhaitez interagir, c'est bienvenu. Alors, Cyril, peut-être qu'on peut couper juste la présentation pour voir s'il y a des réactions aussi. Voilà, je crois que Brigitte Bertoncello avait 2-3 choses à dire là-dessus pour la première partie, non? Voilà, donc je suis un des 3 co-rapporteurs qui travaillaient sur cette thématique-là. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a bien évidemment cette loi qui donne une obligation par rapport à ces questions-là. Et ce qui était intéressant, c'était de dépasser la question de la loi pour essayer de voir et de comprendre comment les populations percevaient cette question de la densification, comment elles se l'appropriaient ou pas. Et quand on regarde les résultats, à la fois de l'avis et puis de l'enquête, on se rend compte que si on arrive finalement à sensibiliser, à mettre en miroir de la densification des atouts, des avantages, et notamment sur la proximité, la question des territoires de proximité, sur la question bien sûr de la non-consommation de nouvelles terres agricoles, de nouveaux fonciers, eh bien, il y a une appropriation qui se fait de cette notion. Et au niveau de la vie, on est passé de la densification à l'intensification, qui a permis d'aller au-delà de la question du logement et de travailler aussi sur tous les autres aspects de la densification, à savoir la mobilité, les services, les commerces, etc. Donc, voilà, il y a une progression, quelque chose d'intéressant qui a émergé à travers les différents débats voilà, auxquels on a pu assister et animer. Et l'autre point, c'est que, me semble-t-il, on a quelque chose d'assez positif qui se noue entre la question de la densification et la question de la proximité. A priori, les personnes enquêtées et les personnes qui ont participé à la vie de la métropole ont réussi à trouver, à porter ce lien. En revanche, par rapport à l'enquête, on a quelque chose de plus compliqué. C'est l'articulation entre la densification et la protection, la valorisation de la nature au sens large. Donc là, il y a peut-être quelque chose à creuser, mais ça fait effectivement partie des éléments positifs par rapport au cadre de vie, à la qualité de vie qui est attendue en complément de la densification. Voilà, je ne prends pas plus la parole, mais merci. Merci Brigitte. Je crois que Yves nous a retrouvés. Donc, sur les attentes exprimées spontanément, premier sujet, le respect des lois et des règles. Le deuxième sujet qui est également très important, c'est une ville et une voirie entretenue. Donc, on a des thématiques non seulement de refaire les enrobés, enfin ce type de sujet, et évidemment des thématiques de propreté. Et enfin, un aménagement, un espace urbain qui est aménagé de manière notamment à assurer une bonne cohabitation entre les différentes mobilités, piétons, cyclistes, transports en commun, etc. Donc ça, c'est vraiment les attentes clés. Ensuite, merci Cyril de passer au transparent d'après, on a fait beaucoup d'analyses croisées parce qu'on cherchait à comprendre s'il y avait des profils plus favorables ou d'autres moins favorables. Et ce qu'on a repéré, et c'est ce qui est illustré ici, c'est que les 18-35 ans et les plus de 65 ans, ils sont globalement plus favorables à la densification. Alors évidemment, ils le sont pour des raisons différentes. Donc les 18-35 ans, ils sont en bas sur le graphique et les plus de 65 ans sont en haut. Ce qu'on doit retenir, c'est que les plus jeunes, ce qu'ils vont chercher, c'est de la vie sociale, enfin, c'est ces choses-là, donc ils sont plus favorables à avoir, j'allais dire, toutes les agréments de la vie le
plus proches, et puis les transports, et les plus de 65 ans, ce qu'on a repéré, c'est que eh bien, finalement, ce qu'ils cherchent, c'est la proximité, notamment de la santé, toutes les commodités, mais en particulier l'accès facile aux médecins. Et on sait que ça devient de plus en plus compliqué, notamment dans beaucoup de territoires ruraux. Voilà, donc ça, c'est un premier tri croisé qui est intéressant. Sur le transparent d'après, on a, alors ça, c'est moins une surprise, évidemment, c'est les urbains qui habitent déjà dans des grandes villes. Alors, les chiffres que vous avez ici, on sépare les communes de moins de 20 000, de plus de 20 000, et puis Aix et Marseille, de grandes communes de la métropole. Évidemment, plus je suis urbain, plus je suis favorable, c'est-à-dire moins je suis réticent à la densification. Voilà. Donc là encore, là où j'habite aujourd'hui, ça conditionne en partie ma perception. Et puis, on a un troisième tri qui est intéressant sur le transparent d'après, qui dit que, et ça, c'est pas non plus une surprise, c'est que les propriétaires et ceux qui habitent dans des logements individuels sont plus défavorables à la densification. À contrario, ceux qui sont locataires ou qui sont dans de l'habitat collectif sont un peu plus favorables. Il y a quelques différences entre Aix-Marseille, Provence et les autres métropoles, mais ce ne sont pas des différences qui sont totalement énormes. Donc voilà encore une différence. Et transparent d'après est aussi également important, question qu'on a posée. On a demandé aux gens ces dernières années, comment vous avez l'impression que s'améliore ou pas votre qualité de vie? Vous avez quand même un chiffre qui est important, c'est que vous avez plus de 50% des répondants, 52 AS, 55% sur les 21 autres métropoles, qui nous disent oui, ma qualité de vie, elle baisse depuis quelques années. Donc ça veut dire qu'il y a une sensibilité qui va être forte si on veut changer les choses. Et c'est évidemment plus vrai dans les habitants d'un logement collectif. Et ce que nous montre le transparent suivant, c'est que cette perception, elle augmente avec la durée d'habitation. Depuis combien de temps j'habite là où j'habite. C'est-à-dire que, alors c'est pas complètement contre-intuitif non plus comme résultat. C'est-à-dire plus j'habite depuis longtemps là où j'habite, et finalement moins j'ai envie que ça change. Voilà. Donc, si on veut voir en synthèse, on a vu avant les arguments, là on cherche qui? Eh bien, ceux sur lesquels on peut s'appuyer le plus, les plus favorables, c'est clairement les 18-35 ans et les plus de 65 ans. C'est les urbains des grandes communes qui habitent dans l'habitat collectif et c'est les locataires. A contrario, ceux qui vont être les plus difficiles, les plus réticents à la densification, c'est les 35-65 ans. C'est ceux qui habitent dans des communes petites ou moyennes, surtout s'ils habitent en maison, encore plus s'ils sont propriétaires de leur maison, et encore plus s'ils le sont depuis longtemps. Voilà. Et puis l'autre élément intéressant, c'est que finalement, il y a assez peu de différence entre Aix-Marseille-Provence et le reste du territoire français dans ce que nous avons analysé. Voilà, j'en ai fini et je suis encore désolé pour ces problèmes de technique. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Yves. Malgré les petits soucis, je crois que le message est bien passé. En tout cas, j'ai trouvé l'exposé à la fois synthétique. Vous avez tenu les 20 minutes en plus, donc on est parfait. J'espère que tout le monde aura bien entendu les propos et pu suivre. À défaut, il y avait les images, donc on espère que tout le monde aura pu assimiler les conclusions. Voilà, donc beaucoup de choses à partir de ce sondage. On a un petit temps d'échange en réaction, questions-réponses autour du sondage. On viendra après sur une discussion
plus sur ce que chacun des conseils de développement qui a envie de contribuer pourra nous dire sur les initiatives sur le sujet de la densification pour pouvoir identifier peut-être des suites ou des synergies. Voilà, donc le débat est ouvert. Je sais que nous avons une collègue du CODEV de Lyon qui s'est déjà manifestée, donc je veux bien lui passer la parole si elle est… Bonjour, oui, je suis là. Voilà. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors, merci de me passer la parole et merci pour cette enquête qui est très intéressante. Alors, nous, on a travaillé un peu différemment parce que nous avons travaillé plutôt sur des micros. Vous avez travaillé sur du macro et nous, on a travaillé sur des micros, donc sur des quartiers en politique de la ville sur 2 sites. Parlez bien, s'il vous plaît, dans le micro parce que vous êtes un petit peu loin, peut-être. Ah oui, oui, pardon, comme on a un micro, voilà. Ça va mieux peut-être comme ça. Merci. Donc, on a travaillé sur 2 sites en politique de la ville qui sont en renouvellement urbain et où on a fait des évolutions en fait sur la densification, mais la densification partagée. Alors, ce qui est ressorti, on retrouve beaucoup de choses en commun sur votre enquête, ce qui est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'on a une acceptabilité qui est forte sur ces 3 sites. On a fait aussi un site nouveau qui est phare, c'est Confluent. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Lyon, mais c'est vraiment une ville, un peu dans la ville qui s'est construite, puisqu'il y aura 20 000 habitants à 2030, une ville dans la ville qui s'est construite sur une friche industrielle, et on n'a que des nouveaux habitants là, et qui sont aussi favorables à justement cette densification et à l'accepter. Par contre, il y a beaucoup de compensations qui sont demandées, vous avez fait un petit peu allusion, et notamment ils voudraient être plus associés encore aux décisions. Sur la démocratie, certains ont beaucoup parlé, même sur les quartiers sensibles. Et on dit qu'ils assistaient lorsqu'il y avait des visites, lorsqu'il y avait des réunions. Les conseils citoyens, entre autres, étaient vraiment partie prenante et impliqués et voulaient être impliqués aussi d'une manière plus importante sur les décisions. Donc, ça c'est quelque chose d'important et que vous n'avez pas évoqué, qui est ressorti, nous, de notre micro-enquête, oui. Et puis, sur les bâtiments, ce qu'ils préféraient, c'était des bâtiments en îlot, c'est-à-dire des petits immeubles de 5-6 étages, avec un petit peu en carré, avec des jardins, des zones de fraîcheur en fait au centre. Ça, c'est revenu sur tous les sites et c'est bien mis en place aussi sur le nouveau quartier de la Duchère et sur les 2 autres aussi. Voilà, ça c'était quelque chose de très, très intéressant. On aurait beaucoup à vous raconter, effectivement, sur nos quartiers, mais je vais faire vite pour laisser la parole un petit peu à tous ceux qui le souhaitent l'apprendre. Et puis, dans ces quartiers, enfin dans notre enquête, c'est aussi le vivre ensemble qui a un peu du mal à s'exprimer parce qu'on n'a pas vraiment de lieu de convivialité. Alors certains le regrettent, on n'a pas encore fait les pourcentages, nous on est moins avancés que vous sur notre enquête. Certains le regrettent et puis d'autres disent c'est bien parce qu'on vit un peu chacun chez soi, on dit bonjour et puis c'est un petit peu tout. Sur les transports en commun aussi, on a beaucoup de demandes, notamment sur un quartier qui va démarrer un renouvellement urbain de grande ampleur et qui va ouvrir aussi 1000 emplois sur son site, donc va densifier beaucoup aussi en termes d'habitat. Et il y avait plusieurs questions qui se sont posées au cours des réunions. C'était qu'il n'y avait pas suffisamment de transports en commun, et ça, c'est un point qui revient pratiquement systématiquement, parce qu'ils sont éloignés, et nous, on a pris des quartiers en politique de la ville qui étaient un peu excentrés, à part Confluence qui est au centre et lui qui a tout, parce que c'est un quartier phare. Et donc, les transports en commun, c'est quelque chose qui est vraiment très important et il serait mis
il faudrait qu'il soit mis en place avant que tout le monde arrive, parce que quand les nouveaux arrivants sont là, c'est presque trop tard, et c'est là aussi que les difficultés se posent, que les nouveaux arrivants ont du mal à être acceptés Merci beaucoup. dans la communauté ancienne. Voilà, j'ai fait le tour, merci. Merci de votre éclairage et de l'expérience que vous nous partagez. On a le Conseil de développement du Grand Paris qui lève la main, et je passerai aussi la parole, si elle le souhaite, au Grand Annecy, à Florence Gerfoni. Alexandre. Oui, bonjour, merci beaucoup Alexandre Faure, donc secrétaire délégué du Conseil de développement de la métropole du Grand Paris. Nous, en quelques mots, on a une enquête qui a été assez différente finalement de ce que vous avez mené, et je vous félicite, parce qu'avoir autant de réponses, c'est déjà c'est un superbe score, et ça permet d'avoir des constats qui sont très précieux dans le diagnostic qu'on peut avoir sur la densité. Dans le Conseil de développement de la métropole du Grand Paris, en fait, dès le début, une orientation différente a été prise. C'était pas de travailler sur la densité d'un point de vue quantitatif, de savoir quelle était la bonne densité, la bonne taille. Typiquement, est-ce qu'un immeuble en îlot, pas en îlot, est-ce qu'on veut travailler à 150, 200, 3000, 40 000 habitants au kilomètre carré. Dans la métropole du Grand Paris, et comme on le voit à Lyon et à Marseille, avec la singularité de la densité parisienne certainement en différent, c'était que la densité initiale posait finalement peu de questions pour les habitants, mais ce qui bloquait était beaucoup plus le processus de densification et la modification de l'état du bâti ou de l'état d'un quartier. Et qu'on soit sur un secteur, donc en première couronne de la métropole du Grand Paris, l'institution regroupe les 7 millions d'habitants de la centraux, donc il y a encore 6 millions d'habitants en deuxième couronne. Dans la première couronne, qu'on soit sur des communes extérieures où on est à moins de 1000 habitants au kilomètre carré ou dans le centre de Paris, les réponses sont à peu près la même. C'est lorsque l'on construit dans le voisinage immédiat que la question de la densité, de la densification se pose. Et donc, on a réfléchi plutôt à quelles étaient les méthodes, les outils, les dispositifs de concertation en amont en projet qui permettaient de rendre possible une densification acceptable et désirable. Et donc, on a très peu travaillé sur l'aspect numérique, quantitatif, calculatoire de la densité, mais plus sur l'opérabilité d'une transformation des quartiers. On pourra en rediscuter, mais c'est intéressant parce que je pense que nos démarches collectives sont très complémentaires, et il y a vraiment, on a beaucoup à se dire pour continuer à travailler sur ces enquêtes, et les codev ont vraiment leur mot à dire pour les élus et pour la politique publique en général, avec toutes nos différentes approches. Merci Alexandre, c'est clair, et c'est tout à fait intéressant de faire le parallèle. Ce que met, je la cite parce que je vois le message où c'est Brigitte Bertoncello qui le mettait. La densification n'est pas synonyme de construction, pas seulement synonyme de construction. Et c'est vrai que le Conseil de développement d'Aix-Marseille-Provence, et plus globalement la métropole aussi ici, parle d'intensification, parce que ce que nous creusons comme piste de réflexion, c'est à la fois densifier par construction nouvelle, mais c'est aussi densifier par un meilleur usage du bâti existant, ce qui peut être extrêmement vertueux parce qu'on réduit énormément l'impact écologique, notamment en matière de matériaux. Tout à fait. Ce point est assez important parce que le mot intensité a rebuté chez nous. Les membres se sont sentis un peu floués par l'utilisation du mot intensité à la place de la question de la densité. Et il y a un peu la peur chez les habitants qu'on va changer de vocabulaire pour mieux faire passer la pilule, si vous voulez, d'une densité qui était cachée derrière le mot intensité. Et bien évidemment, la densification ne passe pas nécessairement par la construction, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'était beaucoup plus en fait dans densification, c'était c'était de dérationaliser, si vous voulez, ce mot. C'est-à-dire que la construction ne signifie pas d'ailleurs l'arrivée de plus d'habitants ou de plus d'emplois, mais c'est la peur qui est accompagnée par la construction qui voudrait induire une diminution des services disponibles ou des aménités négatives supérieures qui amènent les gens à être inquiets de la transformation de leur quartier. Et on est tout à fait d'accord, et c'était pour ça qu'on voulait déconstruire le mot densité d'ailleurs, ou le mot intensité qui n'était peut-être pas le plus évident pour parler de ce que les gens ressentaient dans la transformation de leur quartier. Voilà. Ça fait intéressant à creuser. Est-ce qu'il y a d'autres conseils de développement qui se sont posés ces questions aussi de terminologie et comment les différents termes peuvent être appréhendés? Je lance la perche. Je voyais que le Grand Annecy pouvait éventuellement intervenir. Je veux bien passer la parole si c'est confirmé. Oui,
Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Impeccablement. Ah bah, formidable. Oui, alors avec Florence Jaffrenoux comme animatrice, nous avons eu un groupe qui a bien travaillé sur ces questions et nos réflexions ont vraiment recoupé tout ce qui vient d'être dit. À la fois cette réticence d'un certain nombre d'habitants face à la notion de densité et aussi l'importance du processus, c'est-à-dire que c'est pas tellement la densité en tant que telle qui fait peur que la densification, donc l'arrivée d'habitants et de constructions nouvelles. Nous, ce qu'on a finalement un petit peu abouti, c'est on était saisi par les élus cette question de la densité acceptable, et on a finalement répondu, on trouve que c'est une mauvaise question. Et on a dit finalement on ne veut pas répondre sur combien faut-il être au kilomètre carré, ça nous paraît absolument pas opérationnel. Mais par contre, on a répondu ce qui importe, c'est la qualité du vivre ensemble. Est-ce qu'on vit bien ensemble ou est-ce qu'on vit mal ensemble? Qu'on soit 12 maisons dans un lotissement, on peut vivre mal ensemble. Il peut y avoir une ambiance épouvantable. Et puis, s'il y a 150 personnes dans un immeuble, ça peut très bien se passer. Donc, c'est pas le problème de la densité est un faux problème finalement. Par contre, le problème de la densification est un vrai problème, et cette question de la concertation avec les habitants, elle est fondamentale. Enfin, on s'aperçoit vraiment que on ne sait pas faire pour le moment, en tout cas dans notre région. Chaque fois qu'il y a un chantier, c'est plutôt les recours qui fleurissent que les réunions et les débats, et voilà. Tout à fait, d'accord, merci. Mais il y a Florence Jaffrenoux qui lève la main. Oui, je vais apporter un complément pour répondre à la question sur les mots, parce qu'effectivement, on a fait tout un travail sur ce sujet, et parce qu'effectivement, densité, ça fait peur. Et pour aller très vite, dans l'avis qui a été rendu par le Conseil de développement, ça s'est découpé en 5 chapitres qualitatifs, donc puisqu'on est parti sur la qualité d'usage. Et ces 5 mots étaient la proximité, l'intimité, l'intensité, l'urbanité et la biorégion. Voilà. D'accord. Oui. Donc, ça recouvre tout un travail aussi sur la densité, pourquoi pas, mais à condition qu'elle soit de qualité, avec de la nature, avec du lien social, avec de la culture, etc. etc. D'accord, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions ou expériences à partager? On voit que les termes peuvent être importants dans la discussion et que ça mériterait peut-être qu'on y réfléchisse ensemble sur comment on appréhende la terminologie, parce que si on utilise des mots différents pour parler de la même chose ou inversement, je pense qu'on aura du mal. Donc, c'est toujours essentiel de bien s'accorder sur les vocabulaires. Donc, est-ce que d'autres collègues veulent intervenir ou réagir à l'enquête? Une des choses peut-être à relever et qui peut être intéressant de tester dans les différentes métropoles, c'est ce que disait Yves à la fin de sa présentation, c'est que le rapport à la densité ou à la densification n'est pas du tout le même selon la tranche d'âge. Et le fait que les personnes plus âgées, celles au-delà des 65 ans, soient plus globalement favorables, de même que les jeunes, je trouve qu'en termes de prospective, c'est absolument crucial. Parce que les tranches d'âge que l'on sait devoir accueillir de plus en plus dans les années qui viennent, c'est globalement le vieillissement. Et donc, c'est un message très fort à assimiler, cet enjeu finalement d'un souhait ou d'une attente d'aménité urbaine que permet d'offrir la densité pour des tranches d'âge plutôt élevées. Et les jeunes, eux, ils sont aussi désireux de densité, mais pour des raisons différentes. C'est la vie sociale, c'est le rapprochement de tous les équipements, c'est un peu autre chose. Mais c'est très important que ces deux catégories-là, en termes de projection, elles soient favorables à la densification, parce qu'on ne l'a pas toujours en tête
quand on discute et qu'on entend dire les gens ils veulent pas de la densité. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça et l'enquête, le sondage vient nous éclairer sur ce plan. Je vois Jean Frébeau qui lève la main. Vas-y Jean, avec plaisir. Jean Frébeau, le Conseil de développement du Grand Lyon, je salue au passage François Spellers. Donc, je voulais simplement rajouter une petite touche sur ce que tu viens de dire, Vincent. Moi, j'avais présidé le Conseil de développement dans une séquence antérieure à Lyon. Et on avait fait aussi des enquêtes dans un contexte qui ressemble quand même pas mal à ce qui se passe aujourd'hui. Et ce que tu viens de dire, Vincent, me fait penser au concept de parcours résidentiel. Oui. Je trouve assez facile à comprendre que pour les jeunes étudiants qui n'ont pas encore d'enfants, la densité apporte beaucoup de choses. Après, quand on fonde une famille, quand on a plusieurs enfants, peut-être qu'on a besoin de davantage de nature, d'espace dans les logements. Et donc, on déménage. Et puis ensuite, quand on prend de l'âge, c'est mon cas, on retourne peut-être vers les aménités de quartiers plus denses ou de centre-ville. Ce qui me fait dire, dans le débat, qu'il faut pas voir de manière trop simpliste, c'était très bien dit, notamment par Annecy, qu'il n'y a pas une seule réponse à la densité. Je pense qu'une ville doit offrir un panel de réponses diversifiées, de densité, associées à des qualités urbaines, des notions de vivre ensemble et de bien-être, comme cela a été dit. Mais il peut y avoir plusieurs réponses en fonction notamment du statut, de l'âge, de la composition des familles. Tout à fait. Je trouve que c'est assez éclairant du point de vue du sondage que l'importance de traiter du parcours résidentiel. Et il y a une question certainement qu'un autre sondage devra traiter, c'est la question des familles avec enfants, qui est une tranche, je ne sais pas si elle est en voie de disparition, mais ce n'est pas la catégorie la plus en expansion. C'est elle qui a justifié les extensions urbaines importantes en pavillonnaire, mais le stock de pavillonnaires est là, alors que le nombre et la proportion de familles avec enfants est plutôt en réduction. Donc, c'est un beau sujet, là aussi, de prospective entre l'offre et la demande sur cette catégorie de familles avec enfants qui cherchent des logements et pour lesquels le stock est peut-être déjà là quand on parle du pavillonnaire. Donc, c'est de belles problématiques à traiter. Petite précision, si je continue de tendre les perches si vous souhaitez intervenir. Le rapport complet et la présentation d'Yves Kergal sont en ligne ou vont l'être dans les minutes qui suivent sur le site internet du Conseil de développement. Et donc, ça devient un bien commun. Chacun peut en faire l'usage et le diffuser autant que souhaité. Alexandre, vous releviez la main. Oui, c'était aussi pour savoir un peu quelles étaient la suite finalement de vos travaux. Nous, le Conseil de développement de la métropole du Grand Paris a fini ses travaux sur la densité, le premier volet. On s'engage sur un nouveau volet dès la rentrée pour définir et identifier les instruments qui permettraient d'améliorer la concertation en amont au projet et ensuite les mettre à disposition des élus de la métropole du Grand Paris, mais plus largement à ceux qui le souhaitent. Ça sera le deuxième volet qui s'étendra jusqu'à février 2024. Vous, quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'il va y avoir une étape à la coordination nationale des conseils de développement à Nancy? Voilà, quelle pourrait être une perspective collective autour de ça et voilà, comment vous voyez les choses? Alors, il y a une proposition qui est faite et que nous avons déjà discuté avec l'accord d'Alexandra et qui figure déjà dans le programme pour Nancy. Le 15, donc les journées, c'est le 14 et le 15, mais le 15, nous aurons une table ronde dédiée à la densification urbaine. Et donc, c'est une perche tendue là aussi à l'ensemble des conseils de développement. Si vous souhaitez contribuer, si vous souhaitez partager votre expérience, nous serons ravis de vous accueillir dans cette table ronde. On n'a pas commencé à la préparer, donc c'est le moment. Et je trouve que ce sera une excellente continuité dans l'exercice. Et puis une ligne de mire, ça nous laisse 3-4 mois de travail et de réflexion, chacun dans nos territoires, mais aussi de manière partagée. Donc à nous de construire collectivement cette rencontre en espérant qu'elle soit la plus constructive possible. Donc voilà, le bar est ouvert.
Je n'ai pas fini de répondre peut-être, Alexandre, à la question sur localement à Aix-Marseille-Provence, comment les choses continuent. La métropole ayant pris acte des contributions du Conseil de développement a délibéré par son bureau, c'était en mai. Donc on engage une démarche transversale sur l'intensification urbaine qui va porter sur des volets de pédagogie vis-à-vis des élus, de recherche et développement pour mieux comprendre les dynamiques de l'intensité d'usage, des travaux de recherche aussi avec un programme POPSU dédié à l'intensification urbaine. Donc pendant les 3 prochaines années, on va avoir une plateforme scientifique dédiée à cette question-là et ouverte aux partenaires, partenaires publics et privés, pour mieux là aussi agir sur ce sujet de l'intensification urbaine. On va évaluer les projets ces dernières années de densification pour essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et le Conseil de développement va être interpellé à chacune de ces étapes, puisqu'il a lancé la balle, elle a été saisie, mais maintenant on continue, et l'enjeu c'est de faire dialoguer élus et conseils de développement autour de cette problématique, dont on sait qu'elle ne va pas être résolue du jour au lendemain, hein. Alors, je vois encore les mains qui se lèvent. On va prendre les dernières interventions. Il y avait le Conseil de développement de Lyon, Françoise. Oui. Oui, parce que je n'ai pas dit comment était la suite. Bonne question. Oui. Merci, Alexandre. Donc, nous, on est moins avancé que vous, puisqu'on doit donner notre livrable, les premières ébauches du livrable au mois de décembre. Et ce qui est prévu, c'est de faire une interpellation en conseil métropolitain. C'est-à-dire de donner nos conclusions au Conseil et au cours d'un débat avec les conseillers, l'ensemble des conseillers métropolitains. Donc voilà, je voulais simplement dire ça. Et après, je pense qu'on continuera à travailler sur l'habitat, mais ça dépendra aussi des besoins et des attentes des élus et de ce que nous, on a déjà comme matière à retravailler, à compléter. Voilà, je voulais juste… Bien, merci beaucoup. Dernier mot pour Annecy. Oui, moi je voulais dire que pour la suite, on pensait essayer de travailler sur l'idée de comment passer de la densité subie, acceptable, mais difficilement, à la densité désirable, ou en tout cas la ville désirable. C'est-à-dire que dans une culture comme sur notre agglo, beaucoup de gens ne sont pas habitués vraiment à la vie en ville. Ça fait peur, l'urbanisation, l'urbanité, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et donc on se dit qu'il y a certainement à travailler sur cette représentation de la ville, mais aussi la mise en œuvre du qualitatif dans l'urbain, et en lien avec les objectifs aussi de la transition et de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on a inscrit dans nos réflexions tout un tas de projets autour de la nature en ville, autour du bien-être en ville, de la santé, voilà, donc le rafraîchissement, etc. Et puis un dernier mot pour dire que ce qu'on a aussi trouvé, nous, dans nos travaux, c'est que finalement, les élus, actuellement, ils savent pas trop comment prendre en compte ce que nous, on peut dire au niveau des conseils de développement. Et on ressent un peu un travail parallèle, mais pas forcément… peut-être pas assez de rencontres et de croisements entre ce que les citoyens, dans le cadre de ces instances de conseil de développement, peuvent souhaiter, exprimer, et puis leur travail d'élu qui n'est pas facile, j'en conviens. Ah, il y a un problème de son. Votre micro n'est pas branché, Monsieur Fouchier. Ah, oui. Voilà, pardon, effectivement. Non, je disais, je voyais dans le fil de discussion qu'il y a des problèmes d'accès aux documents sur le site de la métropole, donc ça doit être temporaire. Je pense que vous pouvez vous retenter demain d'accéder aux documents, ils seront disponibles. Voilà, est-ce que Daniel Sperling, avant que je repasse la parole à Alexandra, peut dire un mot de conclusion? Je ne sais pas si on m'entend, si on me voit. Oui, très bien. D'accord. Non, simplement, à travers ce que j'ai entendu jusqu'à présent,
j'ai une phrase qui me vient qui me dit la pénurie désigne le manque de ce qui est nécessaire. Et effectivement, à travers les réflexions des uns et des autres, on s'aperçoit que les conseils de développement peuvent combler ce type de questionnement parce qu'on croit en la ville, donc on croit au progrès, on croit au partage, et on se dit que la ville, c'est un lieu, j'ai entendu tout à l'heure le mieux vivre ensemble, le bien vivre ensemble, est un lieu d'émancipation et de commun. Et donc, effectivement, à travers ce qu'on peut construire sur l'intensification, puisque je préfère ce mot, on va pouvoir apporter quelques réponses. Et surtout, le plus important pour nous, c'est de les apporter dans le cadre des relations qui nous animent avec les élus pour leur proposer de prendre leur disposition à travers les politiques publiques. Parce que le plus important, c'est notre efficacité que nous pourrions avoir au niveau du Conseil de développement, c'est de concrétiser nos actions et de les rendre visibles. Parce que les travaux que les conseils de développement font sont des travaux importants, sérieux, enracinés. Et le plus important, c'est de les promouvoir et surtout de les faire réaliser. Parce que parfois, effectivement, on s'aperçoit que les politiques publiques, notamment sur le logement, pendant 30 ans, n'ont pas été celles qu'auraient dû l'être pour permettre d'avoir des constructions de logements là où ça devait l'être. Et donc, oui, nous devons se mobiliser, nous mobiliser les uns et les autres pour faire entendre cela aux élus. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour Alexandra. Oui, je voulais simplement vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Et puis voilà, je reste à votre disposition si vous souhaitez effectivement poursuivre les réflexions et puis préparer ensemble effectivement l'atelier qui est inscrit dans le programme pour nos rencontres nationales, donc le mercredi 15 novembre à Nancy. Je vois qu'il y a des soucis sur pour récupérer les présentations. Donc voilà, ils seront sur le site du Conseil de développement de la métropole et on va aussi les relayer sur le site de la CNCD d'ici quelques jours et dans notre lettre d'information. Voilà, donc merci à toutes et tous. Merci beaucoup à tout le monde. À très très vite et certainement à Nancy. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci, au revoir.